vous avez rappelé 3 étapes chronologiques dans l'évolution du Conseil général. 1871-80, ça a été un affrontement entre républicains et conservateurs, marqué au début par ce personnage sur lequel on va revenir aujourd'hui, Eugène de Goulard, et puis d'autres personnages qui lui ont succédé. Ensuite, 80-93, on a une majorité républicaine, dont Germain Dupré, que Germain Dupré a incarné. Et puis, de 1893 à 1901, après le ralliement, c'est la même majorité, en gros, qui était toujours en place, mais avec Gustave Abadie. Germain Dupré est mort en 1892. Il était déjà très âgé. Gustave Abadie est mort en 1929, mais il est resté président du Conseil général jusqu'à 1901. Voilà. Parce qu'après, on va avoir, à partir de 1901, c'est l'arrivée des radicaux, pas tout seul, avec un allié, Jean Dupuy. C'est pour ça que je pense que la prochaine fois, il faut que je puisse évoquer justement comment les radicaux sont apparus dans le département. Et puis, la dernière séance, je la consacrais aussi au courant de Jean Dupuy, personnage qui n'était pas du tout originaire d'ici, mais qui est apparu, on va en parler à la fin de la séance aujourd'hui, qui est apparu dans le département au début des années 1890. Enfin bref, il est venu chercher un siège de sénateur, c'est toujours pareil, c'est un parachuté, on pourrait dire entre guillemets, mais c'était un gros patron de presse, un grand patron de presse national. Il possédait un journal, enfin, il était actionnaire d'un journal important qui était le Petit Parisien. Le Petit Parisien, c'est l'ancêtre du Parisien libéré. Mais sous la Troisième République, c'est le quotidien d'information qui a le plus fort tirage. Et puis ils ont un groupe de presse qu'ils ont constitué, en particulier son fils, Paul Dupuy, notamment dans ce groupe de presse. Alors il s'était beaucoup intéressé au début de sport, tels que le cyclisme ou l'aviation, faisant paraître des journaux sportifs, et puis également un journal qui a duré, je crois qu'il dure toujours, Science et Vie. Vous connaissez Science et Vie? Eh bien, Science et Vie a appartenu très très longtemps à la famille Dupuy. Très très longtemps. Alors après, les Dupuy ont possédé, le dernier journal qu'ils ont possédé dans le département, c'était le Républicain. Mais le Républicain a continué à paraître sous l'occupation. Donc, à la Libération, les journaux qui ont continué à paraître sous l'occupation ont été interdits. Ou alors ils ont reparu sous d'autres noms. Par exemple, le Petit Parisien est devenu le Parisien libéré, mais pas avec les mêmes actionnaires, pas avec les mêmes patrons. La Petite Gironde de Bordeaux est devenue Sud-Ouest. Et la Dépêche de Toulouse est devenue la Dépêche du Midi, quelque temps après. Et le Républicain, ici, lors de la Libération, il a été investi par les résistants, qui ont sorti un journal, La Nouvelle République. C'était l'imprimerie était rue Bertrand Barrère. Aujourd'hui, ça a été démoli. Il y a le local de la Dépêche Nouvelle République, mais à côté, il y avait un grand bâtiment, il y avait les rotatives, etc. Tout ça, ça a été démoli. Donc, et puis, au milieu des années 50, les anciens propriétaires sont rentrés dans leurs droits. Et les Dupuy sont rentrés dans le droit de la Nouvelle République. Alors ils ont dû partager le contrôle de la Nouvelle République avec une société qui l'a contrôlée, la société Tarbès d'édition, qui était contrôlée par d'anciens résistants et dont le responsable était Jean Goetz. Bon, voilà. Alors, Goetz est resté. Il y a eu un accord entre la famille Dupuy et puis la société Tarbès d'édition, où ils ont continué. C'est-à-dire que la propriété du titre appartenait aux anciens résistants, et la propriété des locaux, etc., et du matériel appartenait à la famille Dupuy. Et puis, dans les années 60, les Dupuy ont vendu tout à Robert Hersant,
qui était un patron de presse connu, décrié aussi, bon, bref. Et puis finalement, R100 a fini par le vendre à la famille Bailey, en faisant monter les enchères d'ailleurs. Enfin, bon, là c'est de l'anecdote, mais parce que Sud-Ouest était intéressé. Et puis, ils avaient mis chacun une offre dans une enveloppe, et Bailey avait mis très cher, et la Dépêche avait mis très cher, et quand ils ont ouvert l'enveloppe de Sud-Ouest, il n'y avait rien dedans. En fait, c'était les autres qui ont fait monter les prix. Bon. Mais parce que les Bailey voulaient contrôler absolument la Nouvelle République. Mais encore, il a fallu attendre les années 90 pour qu'ils la contrôlent totalement, parce que la société Tarbèze d'édition existait toujours. Et ils ont dû se mettre, essayer de s'entendre, donc entre Jean-Michel Bailey et Claude Guetz. Oui. Bon, et finalement, les Guetz se sont fait manger complètement par Bailey. Et aujourd'hui, la Dépêche contrôle la Nouvelle République. Si vous lisez les deux journaux, vous verrez que c'est pareil, quoi. Mais Sud-Ouest a fait la même chose avec la Nouvelle République de Pau et avec Éclair Pyrénées. C'est tout pareil, mais le directeur à l'époque de Sud-Ouest disait il faut maintenir les titres, même si on trouve la même chose dedans, parce que les gens sont habitués à lire le titre. Voilà. Alors, bon. Alors moi, mon père prenait la Nouvelle République quand j'étais petit, et donc je lis la Nouvelle République. Mais j'y trouve la même chose que la Dépêche. Mais il fut une époque, pendant très longtemps, c'était quand même différent. Hein. Parce que la République était le soir. Ah oui, alors, pendant longtemps, c'était un journal du soir, c'est ça, oui. Voilà, c'était un journal du soir. Mais c'est Bailey qui en a fait un journal du matin. Mais parce que comme ça, il pouvait unifier tout ça. Parce que finalement, aujourd'hui, tout est imprimé à Toulouse. Hein. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, bon. Et puis, bon, aujourd'hui, les journaux ont moins d'importance qu'à l'époque, parce que dans les années 60, mais on en parlera l'an prochain, il y avait encore 4 quotidiens dans les Hautes-Pyrénées. Hein, et il y avait, bon, la Dépêche et la Nouvelle République, qui étaient 2 quotidiens bien distincts, mais il y avait une édition départementale de Sud-Ouest, hein, et une édition départementale de l'Éclair Pyrénées, hein, aussi. Voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'il y avait des oppositions, c'était pas les mêmes orientations à l'époque. Hein. Et puis bon, la presse a connu des difficultés, et dans les années 60, il y a eu un accord entre Sud-Ouest et la Dépêche pour se partager le Sud-Ouest. Mais on constate des choses similaires dans l'Est de la France entre quotidiens. Hein. Parce que Jacques Longuet, ancien journaliste et historien aussi, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, il appelle ça les accords de Yalta sur Adour. Pour se partager le Sud-Ouest. Bon, parce que la Dépêche a renoncé à des éditions qu'elle avait dans les Landes et aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, et en échange, Sud-Ouest a abandonné ses éditions des Hautes-Pyrénées et du Gers. Ah, bon. Alors ils se sont partagés les jours. C'est comme ça que Jacques Longuet, qui avait été responsable de la rédaction de Sud-Ouest Hautes-Pyrénées, eh bien il s'est retrouvé dans le groupe Dépêche. Voilà. Alors il n'avait pas les mêmes orientations, il y avait des tiraillements, mais il était dans le groupe Dépêche. Au départ, il était à Sud-Ouest. Voilà. Donc tout ça, ça a été des fusions. Et aujourd'hui, ils ont du mal tous à survivre. Hein. Bon. Et pourtant, la presse régionale, enfin, moi j'en suis un adepte, mais j'espère que ça durera, mais bon. Parce que la Semaine est un journal qui marche comme hebdo aussi, hein, alors que c'était un journal qui a été créé de toutes pièces. Hein. Voilà, bon.
ce qui est intéressant, c'est quand on fait des recherches en histoire sur les années 60 et avant, quand on lit des journaux différents, on a des visions différentes des choses. C'est pour ça que c'est pas inintéressant. Et sur les années 60, on peut consulter aux archives encore l'ancien Sud-Ouest, et donc ça donne des points de vue un peu différents. Voilà, bon. Alors, donc je terminerai sur Dupuy. Jean Dupuy qui a donné son nom au lycée. Bon, alors je vous avais parlé également des trois droites de René Raymond. J'insiste pas, c'était pour évoquer ensuite la droite, alors légitimiste, orléaniste et bonapartiste. Alors, sur le 19e siècle, le schéma, il fonctionne très bien. Hein. Après, bon, on peut changer. Alors, là, j'ai ajouté quelque chose que la dernière fois, je n'avais pas prévu, puis je me suis dit, il faut quand même revenir dessus un peu. La droite orléaniste dans les Hautes-Pyrénées sous Louis-Philippe. Je voulais faire un peu le point là, parce que l'orléanisme et le courant orléaniste, il est né sous la monarchie de Juillet, sous la monarchie constitutionnelle. Donc, dans les Hautes-Pyrénées, c'est à cette époque-là que s'est constitué ce courant politique, et qui est un courant central pendant tout le 19e siècle. Hein. Je dis central dans la vie politique du département. Bon. Et on peut dire jusque... alors il a dominé, sauf la période du Second Empire, et encore, c'est une question qu'on peut se poser, mais il a dominé au moins jusqu'à 1901. Alors, dans les années 1830, sous la monarchie de Juillet, c'est la droite orléaniste dans les Hautes-Pyrénées, sous Louis-Philippe, 1830-1848. Pendant tout au long de la période de la Restauration, de 1815 jusqu'en 1830, mais ça a commencé déjà sous le Premier Empire, les dirigeants des groupes politiques, enfin des courants politiques qui s'affirmaient, qui jouaient un rôle, notamment au Conseil général, ce sont des légitimistes. Hein. Progressivement, on a vu sous le Premier Empire des gens qui appartenaient à l'ancienne noblesse revenir sur le devant de la scène. Alors certains s'étaient opposés à la Révolution, mais d'autres avaient joué le jeu de la monarchie constitutionnelle au début de la Révolution. Or, ces gens-là, progressivement, c'est eux qui ont repris la main, si je puis dire, dans le département, en influence, évidemment, autant qu'ils pouvaient en avoir, hein, de l'influence, à côté d'un préfet qui était tout-puissant. Mais ce sont des grands notables qui étaient essentiellement des gens de l'ancienne noblesse. Bon, celui qui a symbolisé le mieux cela, c'est Pierre Clerc de Fondeville, hein, qui fut le premier président du Conseil général et qui l'a été très longtemps, lequel, Clerc de Fondeville, avait été membre des États de Bigorre avant la Révolution, qui a été le premier maire de Tarbes, et c'est quelqu'un qui, tout au long de cette période, essayait de redonner, notamment au Conseil général, le rôle qu'avait, l'influence et le rôle qu'avaient les anciens États de Bigorre. Bon. Et puis 1830, la Révolution de juillet 1830, bon, balaye tout ça. Et l'essentiel du personnel politique ou des leaders politiques départementaux qui avaient joué un rôle sous la Restauration ont disparu. Hein. Voilà, ils n'ont pas disparu physiquement, mais ils ont disparu politiquement, du moins. Et notamment avec le ménage qu'avait fait, en outrepassant ses droits d'ailleurs, le général Antoine Noguès, il était commandant militaire de Tarbes, mais avec deux jeunes préfets de passage et ambitieux, désireux de retourner sur Paris. C'est lui qui a réorganisé le Conseil général, l'administration, etc. Et il a exercé son influence pour la nomination de maires ou la nomination de nouveaux conseillers généraux. Et un seul qui avait été présent sous la Restauration, Bertrand Fournier de Saint-Lary, a en quelque sorte survécu politiquement quelques années. Hein. Mais il était entré en froid avec la Restauration à la fin de la période. Donc nous avons un retour sur le devant de la scène politique
favorisé par l'arrivée du général Noguès, mais qui est resté un an et demi, général Noguès. Ensuite, il a été nommé commandant des forces de la place de Bayonne. C'était une manière de se débarrasser de lui dans le département et de l'éloigner. Mais lui, qui était, alors, vous savez, c'est un des 3 frères Noguès de Castelnau, Rivière-Basse, dont j'ai déjà parlé. Bon, c'était un personnage qui doit toute sa carrière, a fait toute sa carrière comme soldat de l'an 2 au départ. On voit réapparaître donc le personnel politique qui avait occupé le devant de la scène sous la Révolution et jusqu'au début du Premier Empire. Et on voit réapparaître les 2 vieux clans qui s'étaient affrontés sous la Révolution française. Le premier clan, c'est le clan Barère d'Ambarère. Alors, le mot clan, c'était un historien local, Jean Castex, qui l'avait employé. Mais, bon, disons, ce qu'on appelle aussi la famille Barère d'Ambarère, qui est une famille qui a joué un rôle important, s'appuyant sur les Barères de Tarbes, mais aussi sur les Dauzat d'Ambarère de Lourdes. Ils sont tous apparentés, ces gens-là. Alors, Bertrand Barère lui-même réapparaît, puisqu'il est élu conseiller général de Tarbes-Nord en 1833, et il le restera jusqu'en 1839. Bertrand Barère, qui est rentré d'exil après la Révolution de Juillet, et qui est venu enfin finir ses jours à Tarbes. Bon. Il n'est pas tout seul, il y a aussi un Lourdais, Basile Dauzat, qui est apparenté à la famille, et puis son fils surtout, Dauzat d'Ambarère. Ils sont apparentés aussi au général d'Ambarère, d'où le nom Dauzat d'Ambarère, qui sont conseillers généraux de Lourdes. Il y a eu aussi Colomès de Juillan, ingénieur polytechnicien qui a beaucoup travaillé sur les routes, et puis jusqu'au chemin de fer dans les Hautes-Pyrénées. Il a été responsable des ponts et chaussées dans les Hautes-Pyrénées, Colomès de Juillan. Mais Colomès de Juillan a aussi fait un peu de politique. Il a été conseiller général de 1831 à 1833, puis surtout député de la circonscription Lourdes-Argelès jusqu'en 1842. Or, Colomès de Juillan est marié avec la fille de Dauzat de Lourdes. Donc, il appartient au clan. Et il y en a un autre aussi, qui est un cousin, Jean-Paul d'Intran, qui est quelqu'un qui a fait carrière dans l'armée et qui est originaire du département, puis qui ensuite a épousé une riche bordelaise qui avait des vignobles et qui est mort à Bordeaux. Mais Jean-Paul d'Intran a succédé à Barère comme conseiller général de Tarbes-Nord et il est devenu président du Conseil général de 1840 à 1846. Donc, on a un personnel politique local. Et tous ces gens-là, évidemment, ils adhèrent, ils soutiennent la monarchie de Juillet, puisque ça leur a permis à eux de revenir. Au début de la Révolution, bon, à part Bertrand Barère, qui était montagnard connu, etc., mais qui s'était d'ailleurs un peu, qui avait pris des distances, la famille avait pris des distances avec lui, plutôt que lui avec la famille, mais la famille avait pris des distances avec lui, c'était des partisans de la monarchie constitutionnelle au tout début de la Révolution. Bon, par conséquent, ces gens-là se retrouvent très bien dans le régime de Louis-Philippe. Bon, l'autre clan, c'était le clan des Fondeville. Alors, c'était le préfet Chazal sous l'Empire, Dominique de Vergès qui était le président du conseil de préfecture, les Fourniers de Saint-Lary, c'était des gens qui s'opposaient aux Barères. Bon, mais Fondeville, lui, s'est rallié aux Bourbons en 1815 et avec lui la majorité de son clan. Il y a eu une minorité représentée par Bertrand Fournier de Saint-Lary qui s'était éloignée du régime de la Restauration et qui se retrouve ainsi aussi conseiller général lui jusqu'en 1842. Il a même présidé le Conseil général pendant 3-4 ans au début des années 1830. Donc on voit que c'est les vieux, le personnel politique plus ancien qui avait émergé au moment de la Révolution, mais qui commençait déjà à jouer un rôle à la fin de l'Ancien Régime, notamment dans les États de Bigorre, qui réapparaît dans les années 1830 et qui constitue
les premiers partisans de ce courant orléaniste. Bon. Il y a aussi des gens qui n'appartenaient à aucun clan, mais qui réapparaissent, c'est la famille Ferraud d'Arrault. Alors, les Ferraud d'Arrault, il y a une allitération malvenue, les Ferraud d'Arrault sont c'est une famille de notaires d'Arrault. Quelqu'un a été très connu, ça s'est mal terminé pour lui, c'est Jean Ferraud, qui a été conventionnel et qui a été député sous le Directoire et qui a été assassiné à Paris en 1795 lors d'une émeute. Il a eu la tête tranchée d'ailleurs dans le cadre de cette émeute. Jean Ferraud, conventionnel, a un neveu qui lui va s'engager dans la vie politique locale dans les années 1830. Thomas Ferraud, qui est conseiller général d'Arrault. Bon, autrement dit, je parle de eux parce que les Ferraud, ensuite, il y a la descendance de Thomas Ferraud qui va se démultiplier et on va avoir des personnages comme Tiburce Ferraud ou Eugène de Goulard qui a épousé une fille de Ferraud. Il réapparaît donc dans les années 1830. Et puis, en 1840, dans les années 1840, il y a un changement qui s'opère au sein de ce courant orléaniste. Parce que la base, évidemment, c'est des familles et des gens qui sont originaires du département. Mais on va voir arriver, parachuter, des Parisiens. Des Parisiens qui cherchent un siège de député pour ensuite aller remonter sur Paris et puis exister davantage à Paris. Alors, bon, il y en a deux. L'un, on en a déjà parlé abondamment, je ne fais que le rappeler, c'est Achille Fould. Achille Fould, faut pas oublier qu'au départ, il fréquente les fils de Louis-Philippe, il fréquente tout ce milieu parisien, et c'est un orléaniste, en fait, c'est un libéral, Achille Fould. Et il est venu ici en 1800, s'est présenté au cantonal en 1839, il a été élu, et aux législatives en 1839. Mais il a été battu par un local qui était Colomès de Juillan. Bon, après, ils se sont rabibochés les deux, parce que Colomès de Juillan, il a dû avoir une promotion importante grâce à Achille Fould, certainement. Bon, Fould a été élu député en 1942, et jusqu'en 1848. Il est devenu secrétaire du Conseil général en 1842 et président en 1847. Donc, Fould, c'est une des figures de l'orléanisme dans le département dans les années 1840. Mais c'est un parachuté. Bon. Mais il y en a un autre qui est parachuté en 1845. C'est Eugène de Goulard. Alors, d'où vient de Goulard et comment il découvre la région? Je le dirai après parce que je voudrais parler davantage du personnage, mais je refais le schéma global. Eugène de Goulard, il devient député en 1845, mais il succède à son beau-frère. En 1831, à Bagnères, dans la circonscription, il y avait 3 circonscriptions à l'époque, Tarbes, Lourdes-Argelès et Bagnères. Bagnères-Lannemezan. Celui qui a été élu en 1831, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout originaire du département, un certain Edmé Gauthier de Haute-Serve, qui avait été sous-préfet de Bagnères dans les années 1820. Et qui avait tissé des relations avec avec des gens à Bagnères, etc., et qui s'est présenté en 1830 et qui a été élu et réélu comme député. Alors vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'électeurs, puisqu'il fallait payer, pour être électeur, il fallait payer un impôt annuel de 200 francs. Bon. Et après, il fallait qu'il y ait un minimum de 150 électeurs par circonscription. Nous sommes sous le suffrage censitaire. Or, si on avait pris que les gens qui payaient 200 francs, eh bien, on n'avait pas 150 électeurs. Donc, on baissait le seuil, si vous voulez. Pour obtenir les 150 électeurs, en fait, on descendait vers des gens qui payaient autour de 130, 140 francs d'impôts par an. Bon. Et pour être élu, il fallait payer 1000
francs. Hein. Donc, c'est des gens qui doivent avoir les moyens. Et Gauthier d'Haute-Serve, il avait les moyens d'être candidat, et les gens l'ont soutenu dans la circonscription de Bagnères, où il avait tissé des liens quand il avait été sous-préfet. Ce Gauthier d'Haute-Serve, il est marié avec une sœur d'Eugène de Goulard. Voilà. Il est beaucoup plus vieux qu'Eugène de Goulard, hein, parce que Goulard est né en 1808 et lui était né en 1792. Edmé Bernard Gauthier de Haute-Serve. Il avait été élu député. Alors, oui, il a été élu député dans les Hautes-Pyrénées, mais il a eu des adversaires de taille. Hein, et des adversaires qui étaient des bonapartistes. D'abord le général d'Uzer en 1831, hein, le général comte d'Uzer, et ensuite le baron Larrey, hein, le fils de Dominique Larrey, qui était des bonapartistes. Mais justement sous la monarchie de Juillet, on se méfie, hein, des bonapartistes. Et c'est pour ça que ça a favorisé Gauthier d'Haute-Serve. Il était marié à Mélanie Claire de Goulard, qui était née en 1805 à Versailles, et c'est comme ça qu'il a fait connaître le département des Hautes-Pyrénées à Eugène de Goulard, son beau-frère. Et en 1845, quand lui a décidé de démissionner, parce qu'il avait perdu sa femme peu de temps avant, etc. Bon, et il a traversé une période difficile, il a démissionné. Et de Goulard est venu se présenter ici, mais entre-temps, de Goulard s'était marié dans les Hautes-Pyrénées avec une fille Féraud, d'Arrault. Bon, donc tout ça, c'est des histoires de famille dans des milieux d'une certaine bourgeoisie qui a suffisamment d'argent, et donc c'est des gens qui se fréquentent, qui se connaissent. Il est élu député en 1945 lors d'une partielle, et puis il est réélu lors du renouvellement normal un an plus tard en 1946, et il va le rester jusqu'en 1948. Donc, si vous voulez, à la fin de la monarchie de Juillet, on a deux personnes qui pèsent, hein, ont du poids politique, peuvent avoir une ambition au niveau national, etc. Alors, les deux, évidemment, ils sont un peu désarçonnés en février 1848, lorsque la République est proclamée. Donc ils vont, comme toujours, faire le dos rond, hein, dans ces cas-là, attendre que l'orage se soit calmé et voir comment évoluent les choses. Et ils vont ressurgir en 1849-1850. Peut-être même dans le courant de l'été 1848. Mais alors, en 1849, tous les deux ont suivi, je devrais dire ça en premier, ont rejoint le Parti de l'Ordre que crée Adolphe Thiers en août 1848. Hein. Après les journées de juin, tous les gens qui ont eu peur de cette révolution de février et que les révolutionnaires se sont coupés en deux, parce que c'est ça là, les révoltes de juin. Hein. On a une partie des républicains avec Cavaignac qui a réprimé durement les révoltes de l'aile gauche républicaine. Et c'est au cours de l'été 48 que Adolphe Thiers essaye de réorganiser le parti des non-républicains sous le nom de Parti de l'Ordre. Et les deux vont rejoindre le Parti de l'Ordre, autant de Goulard qu'Achille Fould. Et le Parti de l'Ordre ne présente personne aux élections présidentielles, aux premières élections présidentielles, au suffrage universel masculin, en décembre 1848. Et ils soutiennent Louis-Napoléon Bonaparte. Mais là, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir le manipuler, enfin, etc. Puis ils se sont trompés, quoi. Et donc, après l'élection de Bonaparte, au cours de l'année 1849 et 1850, on voit réapparaître sur le plan départemental Achille Fould, qui redevient président du Conseil général en 1849, et Eugène de Goulard, qui redevient député en mars 1850 à l'occasion d'une partielle, et qui est également élu au Conseil général. Après la mort du Conseil général d'Arrault, il se fait élire Conseil général d'Arrault en 1851. Par conséquent,
les deux font leur réapparition en 1950. Et puis, ils vont diverger. Ils vont diverger au moment du coup d'État. Hein. Achille Fould a rejoint Louis-Napoléon Bonaparte avant le coup d'État, il en est devenu ministre des Finances. Et puis, il va le soutenir dans le coup d'État. Et tout un courant de gens qui lui sont sympathiques dans le département, eh ben, vont soutenir le Second Empire. Et alors il va entraîner avec lui des personnalités connues, comme le comte de Ségur d'Aguesseau, qui avait été préfet sous Louis-Philippe, mais qui est fait sénateur, puisqu'ils sont nommés les sénateurs sous le Second Empire. De même que Bernard Lacaze, un Vicois, qui est nommé sénateur sous le Second Empire. Et même Dauzat d'Ambarère se laisse embarquer par Fould, tant qu'il ne dérange pas Fould. Et puis le jour où la présence de Dauzat d'Ambarère empêche les ambitions de Fould de trouver une circonscription pour son fils, c'est là qu'on va trouver à Dauzat d'Ambarère, on va lui proposer une place de consul de France à Gibraltar, et il acceptera. Bon, mais il va se trouver marginalisé, Dauzat d'Ambarère. Mais au départ, Fould a essayé d'entraîner dans son sillage un certain nombre de gens qui l'avaient soutenu jusque-là et qui étaient au fond des libéraux, des orléanistes. Bon, et Fould, à ce moment-là, il va rejoindre la droite dite bonapartiste, mais c'est lui qui incarnera l'aile libérale sur le plan économique au niveau national. Alors, bon, ça donne lieu à de nombreux débats. Est-ce que le département des Hautes-Pyrénées, il était bonapartiste pour autant, même si après, il a toujours voté pour le Second Empire? Ou est-ce qu'il soutenait Fould? Voilà. Bon. Alors un jour, dans une discussion, parce que, comment il s'appelle, Christian Crabot s'intéresse beaucoup à la famille Fould, etc. Et alors on en avait conclu que le département était fouldien, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que le fouldisme? C'est une sorte de libéralisme. Bon, c'est pas pour autant que le département était bonapartiste, mais on classe en général le département dans le cadre, on en fait un département bonapartiste, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une tradition bonapartiste à ce sujet. Toujours est-il, c'est que le courant orléaniste que représentait Fould est allé se fondre sous le Second Empire. Bon, alors, que fait Goulard, lui? Parce que Goulard, il aurait pu faire pareil, après tout. Goulard, il aurait pu suivre Fould dans son sillage. Alors, bon, ces deux personnes se connaissaient, puisqu'ils étaient au Conseil général ensemble, etc. Alors, on n'a pas d'archives de chez Fould, mais nous avons des archives de chez Goulard, mais elles n'ont jamais été encore... elles ont été déposées aux archives départementales, il y a fort longtemps, mais elles n'ont jamais été dépouillées et étudiées. Voilà. Alors ça, c'est du travail pour un volontaire, pour aller voir, parce qu'il doit y avoir il y a de la correspondance particulière, etc. Alors, s'il y a eu des contacts entre Fould et Goulard, et si c'est dans la correspondance, alors, ça même pas. Là, ni Jean-François Lenaille, ni François Justiniani n'ont regardé dedans. Joseph Mangin avait regardé, puis c'est lui qui avait fait rentrer les archives de Goulard. Donc c'était dans les années 60. Mais on n'a pas été regardé, parce que ce serait intéressant de les dépouiller, c'est vrai. Parce qu'on, par la correspondance privée, on pourrait voir un peu quel était s'il y a eu des liens entre eux, quoi. Toujours est-il donc, c'est que de Goulard, lui, d'entrée, il s'oppose. Il est député au moment du coup d'État, et il s'oppose au coup d'État. Et il demeure fidèle à Thiers et à l'orléanisme. Il est proche de Thiers. Au point que le soir du coup d'État, il est incarcéré à Mazas, puis sera transféré à Sainte-Pélagie. Il a passé quelques jours en prison après le coup d'État du 2 décembre 1852 parce qu'il s'y opposait. Bon, puis après il a été libéré, mais il a démissionné du Conseil général. Il n'était pas le seul, mais il a démissionné du Conseil général et il s'est retiré dans un château qu'il avait acheté en 1846
à Luscan. Alors, c'est aux limites, ça, entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, hein, Luscan, c'est sur la route de Luchon. Alors, là, les limites du département, elles sont un peu... elles sont pas droites et nettes. Tantôt, quand on est sur la route, on est dans les Hautes-Pyrénées, tantôt on est en Haute-Garonne. Au château de Luscan, qui est rattaché à la Barousse. Bon, donc Goulard avait acheté cette propriété en 1846. Et donc il va se retirer au château de Luscan en 1846, mais il a gardé un pied-à-terre à Versailles, il est versaillais. Donc il monte sur Paris, etc. Il était avocat de métier, je vais en parler après, donc il a dû continuer à avoir des activités. Toujours est-il, c'est que à Luscan, pendant toute cette période, il entre dans le désert, hein, au cours de cette période, un désert politique. Quand il est l'été à Luscan, il est fort possible qu'il ait rencontré Thiers, qui venait faire passer des étés, pas tous les étés, mais qui est venu souvent à Luchon, pas très loin. Bon, alors, il est retiré ou pas? Parce que il y a son beau-frère, Tiburce Féraud, qui se manifeste quand même au cours du Second Empire. Tiburce Féraud, c'est un petit frère de Madame de Goulard. Lui, il s'est présenté aux législatives de 1852 face à Achille Jubinal, le candidat officiel. Bon, il a été battu, Féraud. Et puis après, bon, il disparaît lui aussi de la scène politique départementale, pour réapparaître dans les années 1860. Parce que dans les années 1860, lorsque l'Empire se libéralise, en particulier à partir de 1864, on va voir d'anciens républicains, mais aussi d'anciens orléanistes, se présenter à des élections nationales. Et Thiers revient au corps législatif à ce moment-là. Et lors des élections cantonales de 1864, Tiburce Féraud se présente à Mauléon-Barousse. Et il est élu conseiller général. Donc, c'est un retour des orléanistes dans le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Et il se présente aux élections législatives de 1869. Et il obtient 36% des suffrages, ce qui est remarqué et important. Bon, autrement dit, le courant orléaniste de Goulard-Féraud n'a pas disparu. Et en 1869, Féraud et de Goulard financent la création d'un nouveau journal, l'Observateur. Depuis 1852, il n'y avait qu'un seul journal quotidien départemental, c'était l'Air impérial, financé par la famille Fould. Et voilà qu'en 1869 naît un concurrent. Alors sur Bagnères, il y avait un autre journal, à l'époque hebdomadaire, qui était l'Écho des Vallées. Bon. Alors, sous le Second Empire, l'Écho des Vallées ne faisait pas de politique. Hein. C'était un journal mondain qui animait la station thermale de Bagnères. Et qui va, à la fin du Second Empire et sous la Troisième République, retrouver, n'est-ce pas, retrouver sa vocation politique, en soutenant les monarchistes légitimistes. Hein. Bon. Donc, lorsque la Troisième République est proclamée, eh bien, on voit réapparaître le courant de Goulard et le courant orléaniste. Il va atteindre son apogée. Enfin, la carrière de Goulard atteint son apogée entre 1871 et 1874, puisqu'il est mort en 1874. Bon, donc j'espère que je suis clair. Je voulais montrer que l'orléanisme, il y a deux personnes qui l'ont identifié sous la monarchie de Juillet, Goulard et Fould. Fould s'est rallié à la droite bonapartiste et reste le courant orléaniste qu'incarne de Goulard et qui va gagner et va dominer lors des élections législative de février 1871. Bon, c'est là qu'il réapparaît. Le 8 février 1871,
de Goulard est tête de liste d'une liste pour la paix. Il y a en gros deux listes qui vont s'affronter, mais partout en France, il y a deux grands blocs qui s'affrontent. Le bloc pour la poursuite de la guerre, que mènent Gambetta et les Républicains, et puis le bloc qu'inspire Adolphe Thiers pour la paix. Mais il y a aussi des Républicains avec Thiers, c'est pas aussi simple que ça. Quelqu'un comme Jules Favre, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement dont Gambetta meurt, et il est nommé donc le 6 février 1872 ministre du Commerce et de l'Agriculture par Thiers. Puis, le 3 mars 1872, il remplace le ministre des Finances, Pouillet-Quertier. Et ministre des Finances, c'est lui qui va être chargé de lever des emprunts, parce que au terme du traité de Francfort, on avait à payer une vaste somme d'argent aux Prussiens, et tant qu'on n'aurait pas payé, les Prussiens occuperaient l'est du territoire français. Or, c'est de Goulard qui va organiser des emprunts publics, et en fait, il lance un emprunt de 6 milliards de francs. Et cet emprunt, alors c'est pas comme aujourd'hui, parce que je ne sais pas d'où sort l'argent, mais il rapporte 6 fois plus. C'est 18 milliards qui rentrent. Bon, résultat, avec cet emprunt, ils vont pouvoir finir de payer la dette que l'on devait régler aux Prussiens, et ça va accélérer le départ des troupes allemandes de France. Bon, alors ça, c'est Thiers qui va en empocher le bénéfice politique. Mais en fait, c'est aussi de Goulard, qui est un personnage qui prend de plus en plus de poids. Et au point qu'en décembre 1872, il va remplacer le ministre de l'Intérieur, Victor Lefranc, en devenant lui-même ministre de l'Intérieur. Donc c'est un personnage qui, en très peu de temps, occupe une place importante sur le territoire. Bon, alors, quelqu'un qui est en 1870, il a 62 ans. Donc c'est quelqu'un qui est déjà, somme toute, âgé pour l'époque. Mais il connaît un succès, une carrière politique fulgurante. Bon. Et puis il va y avoir la rupture avec Thiers. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'important à noter. On a une rupture avec, au sein des orléanistes, alors c'est ce que j'avais mis dans mon plan, un éclatement national du courant orléaniste en 1873. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, il y a eu toute une série de tergiversations lorsque cette assemblée a été élue, puisqu'elle était en majorité monarchiste. Mais elle était partagée entre des légitimistes et puis des orléanistes. Mais ces monarchistes auraient dû créer une nouvelle monarchie, ou restaurer la monarchie. Le problème, c'est que, je l'ai déjà dit, il faut un monarque, et que le comte de Chambord, l'héritier légitime du trône, il n'en veut pas. Il ne veut pas du drapeau tricolore, et il voudrait un régime autoritaire, etc. Bon, alors, c'est pour ça que se met en place un système provisoire, dès 1870-71. Thiers, il est à la fois chef de l'exécutif et chef du gouvernement. C'est une situation encore un peu ambiguë. On a dit que c'était un président de la République, mais le titre n'est pas accordé encore. Il est chef de l'exécutif. Et il rend compte à l'Assemblée nationale. Bon. Alors, c'est là qu'il y a beaucoup de discussions. Et Thiers, qui a la confiance des monarchistes pendant un moment, Thiers, il commence à trouver que la République, c'est un système qui est viable, pourvu qu'on l'organise. Puisque dans le fond, ils ont réussi à faire partir les Prussiens, à résoudre tous les problèmes diplomatiques, à remettre une France en ordre, etc., etc. Donc Thiers passe est quelqu'un qui commence à se rallier à l'idée d'une république, alors une république autoritaire, une république qui défend l'ordre, etc., mais il commence à accepter l'idée d'une république.
Bon, il est vrai que en 1848, il affichait des idées républicaines, mais il pensait manipuler Louis-Napoléon Bonaparte, mais il s'était fait un peu piéger. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide, je pense qu'il ne doit pas vouloir retomber dans les mêmes pièges. Et côté monarchiste, on est en désaccord avec Thiers. Et progressivement, il va y avoir une rupture dans ce courant orléaniste entre Thiers, qui s'engage dans une voie républicaine, et que des républicains comme Ferry ou même Gambetta ont soutenu. Bon, parce qu'ils ont été effrayés par ce qui s'est passé pendant la Commune. Et donc les monarchistes se méfient. Et au mois de mai 1773, le 17 mai, eh bien, ils votent contre Thiers, qui est obligé de démissionner. Bon, et parmi les gens qui votent contre Thiers, il y a De Goulard. Donc c'est la rupture. C'est là qu'ils vont chercher quelqu'un pour succéder à Thiers. Et c'est MacMahon qui va être désigné comme chef du pouvoir exécutif. Dans le courant du printemps 1873. Mais MacMahon est nommé chef de l'exécutif, mais on nomme aussi un chef du gouvernement, qui sera le duc de Broglie. Parce que là, on ne veut pas redonner tous les pouvoirs à une seule et même personne. Et puis c'est en novembre 1873 que on va décider, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien plutôt le comte de Chambord va vivre, c'est là qu'on décide de faire un septennat. Et c'est en novembre 1973 que MacMahon est officiellement nommé président pour 7 ans. Mais c'est à titre personnel. C'est pas dans un texte qui dit que ce sera définitivement tous les 7 ans, parce qu'on pense que à un moment ou un autre, c'est le comte de Paris qui va devenir, qui va accepter la monarchie constitutionnelle, et puis voilà. Bon. Et donc on est toujours dans le flou constitutionnel. Goulard a lâché Thiers et est toujours dans cette majorité orléaniste, qu'on appelle parfois septennaliste à l'époque, puisqu'ils soutiennent le septennat, et il a quand même une influence parce que le 1er juin 1874, MacMahon lui propose d'être chef du gouvernement. Alors évidemment, il faut essayer de trouver des appuis, des soutiens, etc., mais il n'arrive pas à se trouver une majorité, et il renonce, et il est mort le 4 juillet 1874, moins d'un mois après. Bon, il avait des problèmes cardiaques, paraît-il, alors, mais ça on l'a su après, et donc à l'époque où il meurt, je ne sais pas s'il voulait vraiment exercer les fonctions. Bon. Dans un article de la Revue des Deux Mondes, qui existait déjà à cette époque-là, un journaliste, Charles de Mazade, qui est un des dirigeants, écrit à propos de Goulard, il était placé à la frontière du centre droit et du centre gauche, connu pour la modération de ses idées et l'aménité de son caractère. Monsieur de Goulard était certes l'homme le mieux fait pour être un médiateur modeste, patient et conciliant entre toutes les prétentions et même tous les amours-propres. Bon, mais il n'a pas réussi. Voilà. En fait, de Goulard s'affirme pour une république conservatrice. Bon, mais en attendant l'avènement d'un autre roi. Donc, le courant orléaniste éclate au niveau national. Alors, qu'est-ce qui va en être au niveau départemental? C'est ça aussi. Au niveau départemental, il ne va pas éclater tout de suite. Peut-être parce que, bon, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, on avance plus lentement, mais ça va se manifester en 1875 et 16. Parce que la mort de Goulard entraîne
entraîne des élections pour le remplacer dans les Hautes-Pyrénées. Bon. Surtout une élection législative. Et cette élection législative, il meurt quand même en juillet 74. L'élection n'est prévue que pour janvier 75. Bon, on a le temps de s'organiser. On n'est pas dans la précipitation. Hein, voilà. Alors, dans les Hautes-Pyrénées, il y a pour la succession de Goulard, au Conseil général est élu le docteur Louis Casala, qui est un médecin militaire, mais qui lui est un monarchiste convaincu, etc. Mais pour la législative, il y a deux personnes qui vont être un peu à la manœuvre pour contrôler la situation. C'est le préfet, qui n'est autre que Tiburce Féraud. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais de Goulard, quand il a été ministre, il a fait nommer son beau-frère Tiburce préfet des Hautes-Pyrénées. C'est lui qui a succédé à Thénault, en fait. Bon, donc il y a quelqu'un qui est là pour défendre le courant dans le département. Et puis, l'autre, c'est le vice-président du Conseil général, un autre vice-président du Conseil général qui est Germain Dupré. Alors, Germain Dupré, à cette époque-là, est un orléaniste. Alors lui, il est né en 1811, Germain Dupré, et en 1875, il a déjà 64 ans. Bon, il cherche pas à se présenter aux élections législatives. Germain Dupré, alors je fais assez vite, ils vont faire venir, lui et Féraud vont faire venir un troisième personnage qui apparaît dans le département, qui est Michel Alicot. Bon, et qui est un personnage qui va occuper ensuite ce courant et qui va être un personnage important, même si c'est complètement oublié, sauf à Argelès, mais qui est complètement oublié dans le département jusqu'à la veille de la guerre de 14. Hein, il est mort en 1912, Michel Alicot. Alors, comment il débarque, ce personnage? Alors, il faut repartir de Dupré. J'ai parlé de... je m'est arrivé souvent de dire que Bagnères était le centre républicain du département. À cette époque-là, les Argelésiens, si je puis dire, entre guillemets, jouent un rôle, parce que Germain Dupré est originaire d'Argelès. Il est né en 1811 d'un père qui était pas du tout argésien, il venait de la Drôme, le père, c'était Romain Dupré. Romain Dupré, c'était un ancien soldat, il était capitaine, ancien soldat des armées de Napoléon, même de la Révolution, hein, mais qui avait fait toutes les campagnes de Bonaparte, la première campagne d'Italie de Bonaparte, qui ensuite était à Austerlitz. Bon, alors, je pense, c'était un personnage, et qui avait épousé, à la fin de sa carrière en poste dans les Hautes-Pyrénées, il avait épousé une Argelésienne. Voilà. À sa retraite, eh bien, il s'est retiré à Argelès. Et comme beaucoup d'anciens soldats de Napoléon, il touchait la moitié de sa solde. C'est ce qu'on avait appelé les demi-soldes. Donc eux, ils avaient des rancœurs à l'égard de la Restauration, hein, des Bourbons. Bon, mais il avait épousé quand même, sa femme était l'héritière d'un vieux apothicaire, on disait, d'Argelès à l'époque, au XVIIIe siècle, qui faisait partie d'une petite bourgeoisie argelésienne qui avait assez d'argent. Bon. Dupré, dès juillet 31, pour montrer que c'était un demi-solde, le général Noguès, qui lui aussi était un ancien soldat de l'an 2, il avait nommé comme adjoint au maire d'Argelès Romain Dupré, qui jusque-là s'était mêlé de rien. Bon. Et donc le père de Germain Dupré, vous voyez, c'est quelqu'un qui était déjà favorable au régime Orléans. Alors entre parenthèses aussi, parce que je l'ai déjà dit peut-être, mais bon, il a plusieurs enfants, Romain Dupré, mais il a une fille, Sophie, qui a épousé un avoué, venu de la région de Valentine-Saint-Gaudens, un avoué qui est avoué auprès du tribunal de Lourdes, mais qui habite Argelès. Parce que dans les années 30, parce que Dupré est veuf et il vit chez sa fille et son gendre, qui est Jules Napoléon Foch.
Voilà, le père du futur Ferdinand. Et d'ailleurs, Romain Dupré, son gendre a été candidat. Il a été conseiller municipal d'Argelès dès la fin des années 30 jusqu'en 1848. Il a été candidat à une élection cantonale, mais il a été battu au suffrage censitaire, Jules Napoléon Foch. Et ça devait être un orléaniste lui aussi. Et puis en 1849, il est rentré dans la fonction publique, dans la fonction préfectorale, dans l'administration préfectorale. Et il était devenu secrétaire général de la préfecture à Tarbes, d'où, en 1851, lorsque Foch naît, il est à Tarbes. Et dans la famille vit Romain Dupré, qui est mort un an après la naissance de Ferdinand. Et d'après des témoignages, Ferdinand, il évoquait souvent son grand-père qu'il n'avait pas connu, mais dont sa mère lui avait beaucoup parlé, parce que c'était un héros, si vous voulez, de toutes ces guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc je suppose que dans la famille, il a dû être nourri de ça, le petit Ferdinand. Bon. Alors, Germain Dupré, c'est l'oncle de Foch. Bien. Lui, qu'est-ce qu'il a fait comme études ? Il y avait un petit collège d'enseignement secondaire à Argelès qui coûtait fort cher à la municipalité, et il y avait fait ses études secondaires, et après il a fait des études de médecine à Montpellier. Et en 1834, il a soutenu une thèse de médecine, il était devenu médecin, et il a poursuivi ses études, et il est devenu prof à la faculté de médecine de Montpellier. À Montpellier, il a épousé la fille d'un magistrat montpelliérain qui s'appelait Alicot. Voilà. Et alors évidemment, malheureusement pour lui, elle est morte 1 ou 2 ans après le mariage, et il a épousé une sœur cadette qui était célibataire. Donc en fait, Alicot, c'est un beau-frère de Dupré. Vous voyez un peu comment tout s'enchaîne. Vous êtes peut-être embrouillé déjà, mais bon, il faut retenir le lien entre Dupré et Alicot. C'est des personnages importants politiquement dans le département. Alors Dupré, il avait acheté, quand il a été nommé conseiller général il a été élu conseiller général de Tarbes, il avait acheté une petite demeure à Tarbes, le château du Rac. Bon. Il devait avoir des moyens quand même. Bon. Et alors, finalement, il fait venir Alicot. Alicot, c'est qui? C'est donc un gars qui était né en 1842, donc beaucoup plus jeune que son beau-frère, 30 ans de moins quand même. Et il a fait des études de droit à Paris, il était avocat à Paris. En 1864, il est inscrit au barreau de Paris. Il a même été secrétaire de la conférence des avocats de Paris en 1869. Et en 1870, quand il a fréquenté quand même les milieux d'opposition orléanistes, il n'a pas dû croiser Thénault. Pourtant, ils étaient à Paris à la même époque, c'est à peu près des gens de la même génération, mais ils n'ont pas dû se croiser. Ou alors, je ne sais pas, mais c'est marrant parce que tout ça, c'est à la même époque. Donc lui, il fréquente les milieux orléanistes, au point que, on a besoin de ces personnels qui ont une formation en droit, etc., et il se retrouve dans des cabinets ministériels. Et il va se retrouver notamment au cabinet du ministre de l'Intérieur, Victor Lefranc, et il va rester au cabinet du ministre de l'Intérieur, sous-chef de cabinet, quand Goulard devient ministre de l'Intérieur. Donc, vous voyez le lien entre tout ça. Donc, en fait, Dupré et Ferraud font venir Alicot parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui tient la route, etc. Alors, c'est à cette époque-là qu'il va acheter une propriété qui était à vendre à Argelès, qui était la propriété des La Salle, qui correspond à la maison de retraite de Vieuxac à l'heure actuelle, en gros. Il y avait même l'ancienne église de Saint-Pierre qu'il a fait démolir. Bon. Il va s'installer là. Et pour lui donner une assise, comme c'est le préfet, enfin c'est le ministre de l'Intérieur, mais enfin c'est le préfet qui propose des noms, qui nomme les maires des communes à l'époque, et encore plus alors le préfet pour les petites communes, mais pour une sous-préfecture c'est l'Intérieur, mais sur proposition du préfet. Et il va le nommer maire d'Argelès. Voilà, pour lui donner une assise. Parce que c'est lui qu'on va présenter aux législatives de janvier 1975. Alors ça, comment ça se passe? Parce que le maire, depuis 1870, qui avait été nommé par
par Thénault et qu'on avait ménagé, c'était un vieux républicain, Sénac, l'ancien 48A. Alors, il faut destituer Sénac. Mais ça s'est fait à l'amiable. J'ai eu l'occasion de trouver aux archives une lettre, de correspondance entre Thénault, pas Thénault, Sénac, Jean-Pierre et Michel Alicot. C'est des assauts d'amabilité. Bon, alors, ça, c'est l'influence de Dupré. Hein, certainement, parce que Dupré est bien implanté, Argelès, il connaît les gens, etc. Et il a dû convaincre Jean-Pierre Sénac. Bon, cela dit, il faut savoir que la petite bourgeoisie argelésienne qu'on retrouve au conseil municipal depuis la Restauration jusqu'aux années 1880-90, c'est les mêmes familles. Bon, enfin c'est des successeurs, hein. Bon, il y a toujours des mêmes familles qu'on retrouve, et la gestion, elle est particulièrement consensuelle, hein. Elle est très consensuelle. On ne transpose pas, si vous voulez, les bagarres politiques qu'on peut avoir dans le conseil municipal. Voilà. Bon. Et donc, le maire étant nommé par le préfet, il accepte Sénac. Bon. Mais, alors, il faut voir aussi peut-être que Dupré est en train d'évoluer vers la République. Ça, c'est ambigu. Bon. Sénac accepte et donc Alicot devient maire et il va être candidat aux élections législatives de 1875, de janvier 1875. Bon. Alors, à ces élections législatives de 1875, il y a 4 candidats. À l'époque, il n'y a pas de parti politique comme aujourd'hui, mais c'est organisé autour des journaux. Le journal qui soutient Alicot, c'est l'Observateur, le journal de Goulard, hein, dont Alicot devient copropriétaire d'ailleurs. Et puis, l'Ère Nouvelle, journal bonapartiste, soutenu par Adolphe Fould, on s'attendait à ce qu'Adolphe Fould soit candidat, hein, à la succession de Goulard aux législatives, parce qu'il n'est pas vieux Adolphe Fould, mais Adolphe Fould est malade, et il renonce à se présenter, et il est mort en juillet 1975, donc quelques mois après. Et ils soutiennent comme candidat un certain Dominique Cazot, qui est originaire de Bénac, qui est né en 1835 à Bénac, alors, qui était un personnage qui était passé par le collège de Saint-Pé, qui avait fait du droit, qui avait été procureur sous l'Empire. Il a été procureur, substitut du procureur à Oloron, puis procureur à Mont-de-Marsan, à Bordeaux, à Paris. Et à Paris même, il avait été procureur à la 7e chambre de Paris, à la fin de l'Empire, et c'était lui qui jugeait les affaires politiques. Puisqu'à l'époque, on convoquait des gens pour les affaires politiques. Et il avait affronté des avocats républicains, contre lesquels il s'était bagarré. En séance, Crémieux, Jules Favre, Gambetta lui-même. Hein, bon. Donc c'est un personnage qui a une grande... qui est, paraît-il, un excellent orateur, Dominique Cazot, de Bénac. Or, lui, en 1870, le 4 septembre, c'était aussi, entre parenthèses, le neveu de l'abbé Peyramal. Un neveu de l'abbé Peyramal, le curé des apparitions. Tout ça, c'est un petit monde qui... Bon, il est très, très catholique, il sera toujours catholique jusqu'au bout, Dominique Cazot, et s'opposera à la séparation de l'Église et de l'État. Il a été révoqué après le 4 septembre, comme beaucoup de procureurs, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il redevient avocat. Et il vient s'installer où? À Tarbes. Voilà. Et donc, à Tarbes, en août 71, il se présente au Conseil général à Aussun, il est élu et il le restera jusqu'en 1890. Il est même, bon, il est nommé maire de Bénac et il va rester 40 ans maire de Bénac. C'est un bonapartiste convaincu. Il est plus bonapartiste que fouldien, lui. Hein, parce que tout l'Empire, il l'a passé à Paris. Et donc, il n'était pas dans les papiers de Fould localement. Alors, il est candidat le 17 janvier 1875, soutenu publiquement par Adolphe Fould, qui ne veut pas se présenter. On sait pourquoi après. Hein, et l'Ère Nouvelle le soutient à fond. Bon. Il y a un autre candidat qui est un républicain modéré, qui est soutenu par le journal Le Bien Public, et Thiers le soutient publiquement, c'est Antoine Broban, maire de Tarbes. Bon, vous connaissez Broban, de nom du moins. Hein. Et puis, il y a un monarchiste légitimiste, le comte de Puységur, qui est soutenu par l'Écho des Vallées. Au premier tour, Cazot fait 38,7% des voix, Alicot 31,9%. Broban, 25,43%.
Alors, depuis Ségur, il fait 3,5. Alors, au second tour, si Broban s'était désisté Broban a soutenu Alicot. Hein, mais on peut se désister, les électeurs ils font ce qu'ils veulent après. Parce qu'au second tour, Cazaux l'emporte par 54% des voix contre 46% à Alicot. Voilà. Donc Alicot est battu. Et donc le mouvement orléaniste dans le département en prend un coup, quoi. Et puis on a l'impression d'une renaissance du bonapartisme. Alors cette élection, elle a une portée nationale. Mais ça, on peut comprendre, parce que depuis 1871, il y a eu beaucoup d'élections partielles. Et à chaque élection partielle, eh bien, ce sont des bonapartistes qui repointent le bout du nez et qui emportent les sièges. Et ça commence à inquiéter les monarchistes, parce qu'ils se disent, il y a une remontée du bonapartisme dans le pays. Alors, il faut qu'on prenne enfin une décision pour faire une constitution. Et c'est ainsi que, à l'issue de cette élection, la majorité de l'Assemblée nationale va délibérer et voter 3 lois constitutionnelles. Alors, il n'y a pas eu une constitution complète comme on connaît, comme celle du 158, il y a tout un texte tout complet qu'on vote comme en 1946. Non, en 1875, c'est plusieurs lois qui vont se cumuler. Et elles vont organiser un régime parlementaire. Il y a une première loi le 30 janvier 1875, elle n'est pas très importante, mais elle suit de très peu de temps l'élection des Hautes-Pyrénées. C'est ce qu'on appelait l'amendement Vallon. C'est un amendement à la loi de novembre 1873 qui crée le septennat provisoire, et on en fait un septennat impersonnel, c'est-à-dire, futur président, il aura un mandat de 7 ans, que ce soit MacMahon ou pas. Et puis, au mois de février 1975, le 25 février, une deuxième loi constitutionnelle, ils vont organiser les pouvoirs. C'est la création d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, le 25 février 1875. Et puis, une troisième loi, ça va être au début de juillet 1875, au mois de juillet, de mémoire. Alors, ce que je sais, si je me souviens bien, cette loi, effectivement, elle organise les relations entre ces différents pouvoirs qu'on a mis en place. Hein? Bon, alors, il y avait un schéma là, mais bon, on a donc un système qui est un régime parlementaire, une constitution, avec 2 assemblées, la Chambre des députés, élue au suffrage universel direct masculin, un Sénat, hein, dont on décide que 80 membres seront nommés, il y aura Victor Hugo dedans, et puis le reste élu comme c'est élu aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, à côté de ça, il y aura un président élu par les 2 chambres pour 7 ans, et un chef de gouvernement qu'on appelle majorité de la Chambre des députés. Autrement dit, on met en place un régime parlementaire. Voilà. Un régime, une république parlementaire qui pourra éventuellement, le moment venu, se transformer en monarchie parlementaire, sur le modèle anglais. Il suffira de remplacer le président par le comte de Paris le jour où l'autre mourra. Alors, comment se met en place tout ça ? Je vais assez vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ça se met en place en 1876, il faut élire ces institutions. On commence par le Sénat. Au mois de janvier 1876, le Sénat élu va être à majorité monarchiste, hein, de droite. Bon, pas républicain. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a 4 candidats au Sénat, le président du Conseil général, le docteur Casala, et puis un député qui avait été à la Constituante, qui était aussi un monarchiste, mais convaincu, Eugène Adnet. C'est eux qui vont être élus. Élus face à qui ? Eh bien, élus face à Germain Dupré, qui est battu,
et à Jean-Pierre Sénac. C'était ça l'enjeu, parce que Sénac a été candidat avec Dupré aux élections sénatoriales. Hein, et les deux ont été largement battus dans le département en 1876. Mais en 1876, en février, il faut élire des députés, parce que à la Chambre des députés. Et le département est coupé en circonscriptions. Alors, il y a 4 circonscriptions. Il y en a 2 sur Tarbes, Tarbes 1 et Tarbes 2. Tarbes 1, c'est autour de Tarbes, et l'autre, Tarbes 2, ça monte jusqu'à Beaubourguet, Castelnau, Rivière-Basse, c'est le nord du département. Puis Rabastens aussi, oui, je pense. Et puis nous avons la circonscription de Lourdes-Argelès et puis la circonscription de Bagnères-Lannemezan. Voilà. Alors là, Allico va être élu dans la circonscription de Lourdes-Argelès en 1876. Dans les autres circonscriptions, on va avoir un orléaniste, Henri d'Arnaudat, élu à Tarbes 2, et puis on va avoir sur Bagnères un républicain modéré, Paul Dufaux, qui va être élu. Alors ce qui va se passer, mais là c'est dommage que, mais je vais arrêter, je vous dis tout de suite ce qui va se passer, c'est que 1876, au niveau national, les républicains l'emportent, ils sont 363. Avec une frange d'orléanistes qui sont en train de basculer. Et c'est là qu'Allico et Dupré vont rejoindre Thiers, à nouveau, et vont basculer dans le camp républicain. Et en les 363, le président va tergiverser pendant un an, et un an après, il s'oppose. Et il désigne le duc de Broglie comme président du Conseil. Mais le duc de Broglie est rejeté par la Chambre des députés. Donc, que fait le président de la République? Il dissout l'Assemblée. Enfin, c'est l'épreuve de force, quoi. Classique, qu'on connaîtra plus tard. Et donc, on va se projeter vers une nouvelle élection à ce moment-là. Mais 1876, c'est important parce que, pour nos orléanistes locaux, c'est que Dupré et Allico ont basculé dans le camp de Thiers, donc dans le camp de la République. Voilà. Une république modérée, insiste Allico devant ses électeurs. Bon. Et surtout, qui défend l'Église catholique. Bon. Alors par la suite, ce courant, il va s'entendre plus ou moins avec des républicains dans le département. Alors ça va pas aller toujours facilement, mais lorsque, en 1891-12, le pape Léon XIII appelle les catholiques français à accepter la République, ça va soulager quelqu'un comme Allico. D'ailleurs, il l'a écrit, parce qu'il était partagé entre sa défense de l'Église et son soutien à la République, une République sage, modérée, comme il disait. Bon, et donc, si vous voulez, c'est eux qui, après, vont reconstituer un courant libéral. Dès 1893, Allico fonde l'Union départementale libérale, ou libérale départementale, et puis lorsque les partis politiques vont se créer, à partir de la loi de 1901, en 1902, il y a au niveau national un parti qui est créé qui s'appelle l'Action politique libérale, l'Action libérale populaire, l'ALP, et Allico sera le représentant. Alors c'est un parti auquel adhère notamment Albert Demeun. Enfin, il y a beaucoup de catholiques qui ont rejoint l'ALP, mais on en reparlera la prochaine fois. La prochaine fois, j'espère que ça va marcher, parce que je voudrais évoquer l'arrivée des radicaux et puis parler de Dupuis, avoir liquidé tout ça. Mais comme je vous ai pas mis le plan au tableau, j'espère que c'était pas trop confus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.